Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'inquiétude lorsque votre enfant vous demande quelque chose qui vous semble étrange? Cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas? Aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont peu de parents osent parler ouvertement. Ces demandes inquiétantes qui devraient nous alerter immédiatement. En tant que père de 3 enfants et après 20 ans de travail avec des familles en difficulté à Lyon, j'ai observé des schémas troublants que je ne peux plus garder pour moi. Ce que je vais partager aujourd'hui pourrait transformer radicalement votre relation avec vos enfants et peut-être même les protéger de dangers que vous n'aviez pas envisagés. Certains de mes collègues m'ont déconseillé d'aborder ce sujet, mais je sais que vous, en tant que parents conscients, méritez de connaître la vérité. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne si vous valorisez des conseils parentaux sans filtre et laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre expérience pourrait aider d'autres parents qui traversent les mêmes difficultés. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera peut-être à jamais votre vision de l'éducation. La première fois que j'ai rencontré Sophie et Laurent Dubois, ils étaient au bord du désespoir. Ce couple parisien, installé depuis peu dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement, m'avait contacté après avoir remarqué des changements inquiétants chez leur fils, Théo, âgé de 12 ans. « Il n'est plus le même depuis quelques mois », m'avait confié Sophie, les yeux embués de larmes. « Il s'isole, refuse nos câlins et surtout, il nous demande constamment d'être laissés seuls avec ses appareils électroniques. » Ce que Sophie et Laurent ignoraient alors, c'est que cette première demande, l'isolement numérique absolu, constitue l'un des signaux d'alarme les plus puissants dans le développement d'un enfant. Lorsqu'un enfant exige une intimité totale et prolongée avec ses appareils, il ne s'agit pas simplement d'un désir d'indépendance, mais potentiellement d'un mécanisme de protection pour cacher des comportements problématiques ou des interactions dangereuses. Dans le cas de Théo, l'investigation a révélé qu'il était devenu la cible de manipulateurs en ligne qui l'encourageaient à s'éloigner de sa famille. « Tes parents ne te comprennent pas comme nous », lui répétait-il. Ces prédateurs avaient créé ce que les psychologues appellent une bulle d'isolement, un environnement où l'enfant commence à percevoir ses parents comme des obstacles plutôt que comme des protecteurs. La vérité que beaucoup refusent d'admettre est que l'ère numérique a transformé notre vigilance parentale en un acte de résistance culturelle. Dans une société qui valorise l'autonomie précoce, affirmer notre droit de regard sur les activités numériques de nos enfants est devenu presque tabou. Pourtant, comme me l'a rappelé professeur Martine Renaud de l'Université de Paris-Sorbonne, la supervision parentale n'est pas une violation de l'intimité, c'est une extension naturelle de notre responsabilité de protection. Ce qui m'a profondément troublé dans le cas de Théo, c'était la rapidité avec laquelle ces manipulateurs avaient réussi à créer une fracture dans cette famille autrefois soudée. En seulement 3 mois, ils avaient convaincu ce garçon brillant que ses parents représentaient une menace pour sa vraie identité. Ils exploitaient cette période délicate de préadolescence où la quête d'identité devient primordiale. Réfléchissons un instant à la façon dont nous normalisons cette déconnexion familiale. Combien de fois entendons-nous des phrases comme « c'est normal, c'est l'adolescence » ou « il a besoin de son espace ». Bien sûr, l'autonomie progressive est essentielle au développement, mais il existe une différence fondamentale entre l'indépendance saine et l'isolement numérique stratégique, imposé par des influences extérieures. Lors de mes séances avec la famille Dubois, nous avons établi un protocole de reconnexion progressive. Pas d'arrachement brutal des appareils, ce qui aurait renforcé la perception de Théo que ses parents étaient des ennemis de sa liberté. Au lieu de cela, nous avons instauré des moments familiaux quotidiens sans écran et une transparence progressive sur les activités en ligne, présentées non comme une punition, mais comme une pratique familiale de sécurité mutuelle. J'invite tous les parents qui m'écoutent à observer attentivement. Votre enfant devient-il hostile lorsque vous vous approchez de son écran? Change-t-il rapidement d'application? Existe-t-il des moments où la simple suggestion de déposer le téléphone déclenche une réaction disproportionnée? Ces comportements ne sont pas toujours des signes d'addiction classiques, mais parfois les symptômes d'une influence extérieure problématique. Pensez-y comme à une relation amoureuse toxique. L'isolement est souvent la première stratégie de l'abuseur. Votre vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de l'amour dans sa forme la plus protectrice. La deuxième alerte à laquelle nous devons être particulièrement attentifs concerne les demandes répétées de cadeaux coûteux ou d'argent sans justification claire. Au-delà de l'avidité matérielle que notre société de consommation peut naturellement encourager chez les jeunes, ces demandes peuvent masquer des problèmes bien plus graves que nous n'osons souvent pas envisager. J'ai rencontré Amina et Karim Benali dans leur charmante maison à Marseille, face à la Méditerranée. Leur fille Yasmine, 15 ans,
élève brillante au lycée international, avait commencé à demander des sommes d'argent de plus en plus importantes. D'abord, c'était 50 € par-ci, par-là, m'expliquait Amina. Puis ça s'est transformé en demande de 200, 300 €. Quand nous refusions, elle devenait inconsolable, pas en colère, mais profondément angoissée. Cette angoisse face au refus est précisément ce qui devrait nous alerter. Un enfant déçu de ne pas obtenir un caprice manifeste généralement de la frustration ou de la colère. Mais lorsque cette réaction bascule vers une anxiété profonde ou une panique, cela suggère que l'enjeu dépasse le simple désir matériel. Dans le cas de Yasmine, l'enquête familiale a révélé qu'elle était tombée dans un système de chantage en ligne après avoir partagé des photos compromettantes avec ce qu'elle croyait être un jeune homme de son âge. Ce phénomène, que les spécialistes appellent sextorsion, touche désormais des milliers d'adolescents en France chaque année. Les manipulateurs créent un lien de confiance, obtiennent des contenus intimes, puis menacent de les diffuser si l'adolescent ne paie pas. La honte et la peur du jugement poussent ces jeunes à dissimuler la situation à leurs parents, transformant leur demande d'argent en appel à l'aide codée que nous ne savons pas décrypter. Le psychologue marseillais Dr Jean-Paul Mérieux, avec qui j'ai collaboré sur ce cas, souligne un point essentiel. L'erreur fondamentale que commettent beaucoup de parents est de traiter ces demandes d'argent comme un problème d'éducation aux valeurs, alors qu'il s'agit parfois d'un problème de sécurité immédiate. Notre réflexe est de faire la leçon sur l'importance de l'effort et la valeur de l'argent, quand nous devrions parfois investiguer plus profondément les raisons de cette urgence financière. Dans le cas des Ben Ali, la révélation a été dévastatrice mais salvatrice. Après des semaines de médiation familiale, Yasmine a finalement révélé la vérité lors d'une séance particulièrement émouvante. « Je ne voulais pas vous décevoir », avait-elle murmuré entre deux sanglots. « J'avais tellement honte, je pensais pouvoir régler ça toute seule. » Cette phrase, « je pensais pouvoir régler ça toute seule », résume parfaitement le piège dans lequel tombent nos adolescents. Notre culture célèbre l'autonomie et la débrouillardise comme des vertus cardinales, oubliant que certains fardeaux sont tout simplement trop lourds pour des épaules encore en développement. Comme le philosophe Sénèque l'écrivait il y a 2000 ans, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Nos enfants n'osent pas nous demander de l'aide, rendant leur situation infiniment plus compliquée. Ce qui m'a frappé dans l'histoire de Yasmine, c'est la rapidité avec laquelle la situation s'est résolue une fois le secret partagé. La police a pu intervenir, des procédures de protection ont été mises en place, et surtout, la honte écrasante qui pesait sur cette adolescente s'est progressivement dissipée grâce au soutien inconditionnel de ses parents. Je vous invite à réfléchir. Comment réagissez-vous aux demandes financières de vos enfants? Creusez-vous au-delà du pourquoi superficiel? Avez-vous créé un environnement où votre enfant peut avouer ses erreurs sans craindre un jugement écrasant? La vraie question n'est pas « mon enfant me demanderait-il de l'argent pour une raison inquiétante ?» mais plutôt « si mon enfant était en danger, me ferait-il suffisamment confiance pour me l'avouer ?» Le troisième signal d'alarme que j'ai observé au fil des ans concerne les demandes soudaines de changement d'école ou d'activité sociale établie. Cette situation peut sembler anodine, voire positive. Après tout, n'encourageons-nous pas nos enfants à explorer différents intérêts? Pourtant, lorsque ces demandes surgissent brutalement, particulièrement en milieu d'année scolaire ou après une période d'épanouissement apparent, elles méritent une attention particulière. L'histoire de Gabriel, 11 ans, fils unique de Claire et Philippe Moreau dans la campagne normande près de Rouen, illustre parfaitement ce point. Violoncelliste passionné depuis l'âge de 6 ans, Gabriel avait soudainement annoncé qu'il souhaitait abandonner son instrument et changer d'école. Il adorait son professeur de musique, avait des amis dans l'orchestre junior. Ce revirement nous a paru incompréhensible, m'expliquait Claire lors de notre première consultation dans leur ferme rénovée du XVIIIe siècle. En creusant doucement, par des conversations indirectes lors de promenades dans les pommiers de leur propriété, Gabriel a finalement révélé la vérité. Il était victime de harcèlement, non pas à l'école comme on pourrait l'imaginer, mais au sein même de son orchestre. Un adolescent plus âgé avait transformé sa passion en cauchemar par des moqueries systématiques, des sabotages subtils de son instrument et des humiliations que Gabriel, enfant sensible et réservé, n'avait pas su gérer. Ce qui est particulièrement insidieux dans ce type de situation, c'est que l'enfant développe ce que les psychologues appellent une solution de fuite totale. Plutôt que d'identifier le problème spécifique, un harceleur, l'enfant associe toute l'activité ou l'environnement à sa souffrance. C'est comme si, trouvant une pomme pourrie, il décidait de ne plus jamais manger de fruits. Dr Élise Fontaine, pédopsychiatre à Rouen qui a suivi ce cas avec moi, souligne
L'enfant qui demande à abandonner une passion développée sur plusieurs années ne cherche pas simplement à explorer autre chose. Il tente souvent d'échapper à une situation devenue intolérable, sans avoir les outils émotionnels pour l'exprimer directement. Les parents de Gabriel ont fait preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable. Au lieu de forcer leur fils à persévérer ou de céder immédiatement à sa demande, ils ont créé un espace de dialogue sans jugement. Nous lui avons dit que nous prendrions sa demande au sérieux, mais que nous voulions comprendre ce qui avait changé dans sa perception de la musique, expliquait Philippe. Cette approche a permis à Gabriel de sentir qu'il pouvait s'ouvrir progressivement. Ce qui m'a frappé dans cette situation familiale, c'est la façon dont elle illustre notre tendance collective à sous-estimer la complexité émotionnelle des enfants. Nous interprétons souvent leur comportement à travers nos propres grilles de lecture adultes. Paresse, caprice, manque de persévérance, rarement considérons-nous qu'ils puissent vivre des traumatismes relationnels sophistiqués qu'ils n'ont pas encore les mots pour décrire. Une fois le problème identifié, la famille Moreau a pu travailler avec la direction de l'école de musique pour résoudre la situation sans que Gabriel n'ait à abandonner sa passion. 6 mois plus tard, non seulement il avait repris le violoncelle avec enthousiasme, mais il avait développé une résilience nouvelle et une capacité à exprimer ses difficultés. Cette expérience nous rappelle que lorsqu'un enfant demande à quitter un environnement où il s'épanouissait auparavant, notre rôle n'est pas de juger la demande, mais de déchiffrer le message sous-jacent. Est-ce l'exploration naturelle de nouveaux horizons ou une tentative désespérée d'échapper à une souffrance qu'il ne sait pas nommer? Je vous invite à vous interroger. Votre enfant a-t-il récemment demandé à abandonner une activité qu'il aimait? A-t-il soudainement développé des excuses récurrentes pour éviter certains lieux ou personnes? Ces changements sont-ils progressifs et exploratoires ou brutaux et accompagnés de signes d'anxiété? La différence peut être subtile, mais les implications sont profondes. Le 4e signal d'alarme que j'ai identifié au cours de ma pratique professionnelle concerne les demandes de secrets exclusifs entre l'enfant et un adulte extérieur au cercle familial proche. Ces situations sont particulièrement délicates car elles se situent dans une zone grise où l'autonomie légitime de l'enfant peut facilement se confondre avec une manipulation dangereuse. À Strasbourg, dans un appartement cossu près de la cathédrale, j'ai rencontré les Kleinman, une famille alsacienne traditionnelle dont la fille Emma, 10 ans, manifestait un comportement qui intriguait ses parents. Elle insiste pour que nous ne parlions jamais à son nouveau professeur de théâtre de ce qu'ils font pendant leurs séances individuelles, m'expliquait Hélène, sa mère. Elle dit que c'est un pacte spécial entre eux, que les adultes ne peuvent pas comprendre leur art. Cette demande de confidentialité exclusive est précisément ce qui devrait nous alerter. Dans un développement sain, les adultes bienveillants qui interviennent dans la vie d'un enfant encouragent la transparence avec les parents. Ils comprennent intuitivement que leur rôle est complémentaire et non concurrentiel à celui de la famille. En travaillant avec Emma, j'ai découvert que son professeur utilisait une technique de manipulation classique que les psychologues appellent l'élection spéciale, faire croire à l'enfant qu'il possède un talent unique que lui seul peut reconnaître et développer, à condition que cela reste leur secret. Il me dit que je suis sa meilleure élève de tous les temps, mais que les autres adultes seraient jaloux et essaieraient de nous séparer s'ils savaient à quel point je suis spécial, me confia Emma lors d'une séance où nous dessinions ensemble. Ce qui rend ces situations particulièrement complexes, c'est qu'elles exploitent le désir naturel et sain de l'enfant d'être reconnu comme unique et talentueux. L'anthropologue Marcel Mauss avait brillamment analysé comment le sentiment d'être élu ou spécial constitue un besoin humain fondamental. Malheureusement, certains adultes mal intentionnés exploitent ce besoin pour isoler l'enfant de ses protecteurs naturels. La pédopsychiatre Dr Marie-Claude Weber, qui a collaboré à ce cas, souligne un point essentiel. La différence entre un mentor positif et un manipulateur réside souvent dans leur attitude face à la transparence. Le bon mentor dit « Parle de ce que nous faisons à tes parents, invite-les à observer ». Le manipulateur insiste sur la confidentialité et crée une division entre l'enfant et sa famille. Dans le cas d'Emma, l'intervention a nécessité une approche particulièrement délicate. Une confrontation directe aurait risqué de renforcer la perception que ses parents ne comprenaient pas son talent spécial. Nous avons plutôt travaillé sur le concept de confiance saine versus confiance aveugle, en utilisant des exemples adaptés à son âge et des discussions sur les relations saines dans ses livres et films préférés. Cette situation m'a profondément fait réfléchir à la façon dont nous, en tant que société, préparons insuffisamment nos enfants à distinguer l'intérêt authentique de la manipulation émotionnelle. Nous leur apprenons à se méfier des inconnus qui offrent des bonbons,
mais rarement à identifier les signaux subtils d'une relation inappropriée avec un adulte qui gagne progressivement leur confiance. La résolution du cas d'Emma fut positive, mais elle souligne l'importance cruciale d'une communication familiale ouverte. Les Kleinman ont réussi, avec patience et sans jugement, à rétablir un dialogue qui a permis à leur fille de comprendre que l'amour parental n'est pas en compétition avec les autres relations enrichissantes qu'elle peut développer. Je vous invite à réfléchir. Votre enfant a-t-il récemment mentionné un adulte qui insiste sur le caractère spécial ou secret de leur relation? Remarquez-vous une réticence inhabituelle à partager les détails de certaines interactions? Ces observations ne signifient pas automatiquement un danger, mais elles méritent une attention vigilante et des conversations ouvertes sur ce qui constitue des secrets amusants versus des secrets inquiétants. Le cinquième et dernier signal d'alarme, peut-être le plus subtil mais non moins préoccupant, concerne les demandes répétées de votre enfant d'interagir avec des adultes ou des environnements qui vous mettent instinctivement mal à l'aise, même si vous ne pouvez pas exactement identifier pourquoi. Dans le pittoresque village viticole de Saint-Émilion, j'ai travaillé avec la famille Durand, dont le fils Thomas, 14 ans, insistait pour passer de plus en plus de temps chez un voisin, Monsieur Legrand, un homme d'une cinquantaine d'années vivant seul. Il n'a rien fait de répréhensible, m'expliquait Jean-François, le père de Thomas, entre les rangées de vignes de leur propriété familiale. Mais quelque chose dans cette relation me dérange profondément. Thomas dit qu'il joue simplement aux jeux vidéo et discute de science-fiction, ces passions que nous ne partageons pas vraiment. Cette situation illustre parfaitement ce que les psychologues appellent l'intuition parentale, cette capacité presque primitive à détecter des dangers potentiels pour notre progéniture avant même d'avoir des preuves concrètes. Dans notre société hyper-rationnelle, nous avons tendance à ignorer ces signaux intuitifs, les considérant comme irrationnels ou excessifs. Pourtant, l'évolution nous a dotés de ces mécanismes d'alerte précoce pour une bonne raison. La psychologue Aurélie Vandenbosch, spécialiste des dynamiques familiales à Bordeaux, explique « L'intuition parentale n'est pas de la paranoïa ni de la surprotection. C'est un traitement inconscient d'informations subtiles que notre cerveau conscient n'a pas encore pleinement analysé. Un parent attentif peut détecter des incohérences dans le comportement de son enfant ou d'un adulte que l'analyse rationnelle ne révélera que plus tard. Dans le cas de Thomas, ses parents ont décidé de suivre leur instinct tout en évitant une approche accusatoire qui aurait pu aliéner leur fils. Ils ont commencé par créer des alternatives attrayantes qui répondaient aux mêmes besoins. L'inscription à un club de science-fiction, l'achat de nouveaux jeux vidéo pour la maison, l'organisation de soirées où Thomas pouvait inviter des amis partageant ses intérêts. Parallèlement, ils ont discrètement commencé à s'informer sur ce voisin auprès de la communauté locale. Ce qu'ils ont découvert a confirmé leurs inquiétudes. Monsieur Legrand avait déjà suscité des préoccupations similaires dans son ancienne ville sans jamais faire l'objet d'accusations formelles. Il avait développé un schéma d'approche d'adolescents isolés, partageant d'abord des intérêts légitimes avant de progressivement tester les limites. La résolution de cette situation a demandé une intervention délicate. Plutôt que de confronter directement leur fils avec des accusations qui auraient pu sembler infondées à ses yeux, les Durand ont progressivement renforcé leur présence dans sa vie. Jean-François a fait l'effort d'apprendre sur la science-fiction pour créer un terrain d'échange. La mère de Thomas, Isabelle, a invité le voisin à un repas familial, créant ainsi une occasion d'observer les dynamiques tout en montrant qu'ils étaient activement impliqués dans les relations de leur fils. Cette présence parentale accrue a eu un effet naturel de dissuasion. Sentant l'attention des parents, M. Legrand a progressivement réduit ses invitations et Thomas, trouvant satisfaction dans les nouvelles activités mises en place par ses parents, a naturellement diminué son intérêt pour ces visites. Cette histoire illustre parfaitement comment naviguer entre la protection nécessaire et le respect de l'autonomie croissante de nos adolescents. Les Durand n'ont pas interdit à leur fils de voir ce voisin, ce qui aurait probablement renforcé son attrait, mais ont créé un environnement où cette relation est devenue moins nécessaire et moins exclusive. Je vous encourage à réfléchir. Y a-t-il des relations dans la vie de votre enfant qui vous mettent mal à l'aise sans raison apparente? Avez-vous tendance à ignorer ces intuitions en vous disant que vous êtes trop protecteur? Rappelez-vous que l'équilibre ne consiste pas à choisir entre faire confiance à votre enfant et faire confiance à votre instinct. Les deux peuvent coexister dans une approche nuancée de protection bienveillante. Dans toutes ces situations, l'erreur commune est de penser qu'il faut choisir entre la confiance et la vigilance, alors que la parentalité éclairée consiste précisément à marier ces deux aspects.
Après avoir exploré ces 5 signaux d'alarme qui devraient nous inciter à une vigilance accrue, je souhaite conclure avec une réflexion sur l'équilibre délicat entre protection et autonomie. Car au fond, c'est bien là tout l'art de la parentalité. Protéger sans étouffer, guider sans contrôler. Ce que les histoires de Théo, Yasmine, Gabriel, Emma et Thomas nous enseignent collectivement, c'est que l'amour parental s'exprime parfois dans la capacité à reconnaître les dangers que nos enfants ne peuvent pas encore identifier par eux-mêmes. Comme me l'a dit un jour la grand-mère de Théo, avec la sagesse de ses 80 ans, aimer, ce n'est pas seulement embrasser, c'est aussi savoir quand inquiéter. Cette phrase résonne profondément avec ma philosophie de l'éducation. Dans notre société moderne qui valorise souvent l'autonomie précoce et la non-intervention, oser être un parent vigilant peut parfois sembler démodé, voire intrusif. Pourtant, les neurosciences nous confirment ce que l'instinct parental a toujours su. Le cerveau adolescent, malgré ses capacités impressionnantes, n'a pas encore développé pleinement les mécanismes d'évaluation des risques et de projection à long terme. J'aimerais vous proposer un défi concret. Cette semaine, créez intentionnellement 3 moments de connexion authentique avec votre enfant, sans agenda spécifique ni interrogatoire. Peut-être une promenade sans téléphone, un petit déjeuner en tête-à-tête avant l'école, ou simplement vous asseoir sur le bord de son lit avant qu'il ne s'endorme. Ces moments de présence pure construisent le pont de confiance sur lequel vos enfants pourront traverser pour venir vers vous en cas de difficulté. Rappelez-vous que les 5 signaux d'alarme que nous avons explorés, l'isolement numérique excessif, les demandes inexpliquées d'argent, l'abandon soudain d'activités aimées, les secrets exclusifs avec des adultes et les relations qui éveillent votre intuition ne sont pas des certitudes de danger, mais des invitations à une attention particulière. La nuance est importante. Il ne s'agit pas de paniquer, mais d'investiguer avec délicatesse et ouverture. Ce qui m'a profondément touché dans toutes les familles dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est leur capacité à transformer ces moments de crise en opportunités de renforcement du lien familial. 6 mois après notre travail ensemble, Sophie et Laurent m'ont envoyé une photo de leur famille en randonnée dans les Alpes, avec Théo souriant largement. « Il nous parle à nouveau », avait simplement écrit Sophie. Cette réconciliation n'est pas venue d'une confrontation, mais d'une reconnexion patiente et déterminée. Les Ben Ali ont transformé l'expérience douloureuse de Yasmine en un projet familial d'éducation aux dangers numériques, intervenant maintenant dans les écoles de Marseille pour partager leur histoire. Gabriel a non seulement repris le violoncelle, mais a développé une résilience qui l'aidera tout au long de sa vie. Emma a appris à distinguer l'attention saine de la manipulation, une compétence cruciale pour toute sa vie d'adulte. Quant à Thomas, il a découvert que ses parents pouvaient s'intéresser authentiquement à ses passions, renforçant un lien qui durera bien au-delà de l'adolescence. Ces histoires de guérison nous rappellent que même dans les situations les plus préoccupantes, la réparation est possible lorsque nous abordons nos enfants avec un mélange d'amour inconditionnel et de limites claires. Comme l'a si bien dit le psychiatre Boris Cyrulnik, spécialiste de la résilience, ce qui sauve l'enfant, c'est la présence dans son entourage d'au moins une personne qui le regarde avec amour et lui donne le sentiment qu'il existe et qu'il a de la valeur. Votre vigilance n'est pas de la méfiance, votre protection n'est pas du contrôle, votre guidance n'est pas de la limitation. Vous êtes le filet de sécurité qui permet à vos enfants d'explorer le monde avec confiance, sachant qu'ils ont un refuge sûr où revenir. Je vous invite à partager dans les commentaires vos propres expériences ou questionnements face à ces signaux d'alarme. Votre témoignage pourrait éclairer d'autres parents qui traversent silencieusement des épreuves similaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la parentalité consciente et partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de parents vigilants mais sereins, protecteurs mais libérateurs, présents mais respectueux. Car au fond, n'est-ce pas là l'équilibre parfait auquel nous aspirons tous pour nos enfants ?